Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. Alors, comment se relève-t-on d'une défaite comme celle que vous avez eue à la présidentielle de 2020? D'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter à cette émission. Il y a très longtemps, vous m'aviez invité à une émission sur les plateaux de la télévision, cette émission qui s'appelait Le plateau de la semaine. Vous voyez que je vous suis. Je vous ai retrouvé également à l'Assemblée nationale. Vous étiez attaché de presse du président, le directeur de la communication du président de l'Assemblée nationale. Donc, merci pour cette invitation. Ça va me permettre de clarifier certaines questions à vos auditeurs. Alors, vous me posez la question, comment se relève-t-on d'une défaite? D'abord, d'une manière générale, quand vous allez à une élection, vous gagnez ou vous échouez. Ça, c'est lorsque les conditions sont libres, transparentes, équitables et démocratiques. Mais d'abord, nous savons tous que les conditions ici ne sont pas libres, équitables, transparentes et démocratiques. Nous avons tout mis en œuvre pour qu'elles le soient, mais nous n'avons pas eu gain de cause. Et vous savez ce que nous avons fait avant le scrutin et après le scrutin. Avant le scrutin, moi, j'ai saisi la Cour constitutionnelle au sujet des conditions, au sujet de certaines dispositions de la loi. J'ai été débouté. Ensuite, mais je savais qu'il y aurait les arguments invoqués dans la décision de la Cour constitutionnelle ne tiendront plus. Je le savais même avant d'aller à la Cour constitutionnelle. Oui, Monsieur le Président, ma question... Mais attendez, je n'ai pas oublié votre question. Donc, j'ai déposé ces requêtes à la Cour constitutionnelle avant. Après, lorsque les résultats ont été proclamés, nous avons sorti, même avant, mon parti, il y a eu 4 communiqués où nous avons démontré que les élections étaient frauduleuses. De manière rationnelle, scientifique. C'est pas du blablabla. Mais vous n'avez pas été suivi par la Cour constitutionnelle? Non, pas du tout. Donc, alors vous posez la question, avec beaucoup de sérénité. Moi, je suis un coureur de marathon. Et je sais que la lutte, avoir un parti politique en Afrique, dans les dictatures, c'est difficile. Au Togo, c'est un sacerdoce. Donc, je n'oublie pas tout ça. Et je sais que ceux avec qui je suis ont la même vision du combat politique que moi. Et les militants, ils savent de quoi nous parlons. Vous savez, un parti politique, ce n'est pas être en Afrique, au Togo, et même ailleurs. C'est très difficile à faire fonctionner. Et nous nous appliquons tous les jours, nous nous employons tous les jours à faire de notre parti un réel parti politique. Pas un parti qui de temps en temps va s'exprimer, va fanfaronner sur les radios et puis ne fait aucun travail d'implantation. Non. Oui, avec votre travail, le travail d'implantation dont vous parlez justement. À la présidentielle de 2015, vous tutoyez presque les 40%. Et cette fois-ci, vous avez eu moins de 5%. C'est ça, c'est ce que non, ça c'est les résultats. Mais les résultats, je viens de vous dire que les résultats sont frauduleux. Vous n'avez pas pu le prouver, c'est ça le problème, c'est que vous ne prouvez pas. Mais nous l'avons prouvé. C'est ça que je vous dis. Nous l'avons prouvé de manière scientifique. Ça, c'est vous qui le dites. Ah oui, la non. La Cour constitutionnelle ne vous a pas suivi. Non, la Cour constitutionnelle, écoutez, vous savez, ça c'est le fonctionnement des institutions. Quand nous saisissons la Cour constitutionnelle au Togo, c'est pour nous donner les moyens de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Et nous avons déposé 2 requêtes à la Cour de justice de la CEDEAO. Mais l'instruction ou le travail à la Cour de justice suit son cours. Et donc nous ne disons rien, nous sommes là. 2 requêtes. L'une avant le scrutin,
c'est-à-dire le 3 février 2020. L'autre, le 7 février 2020. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc, vous me parlez de la Cour constitutionnelle. J'ai saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et on verra bien. Bien. Vous étiez le chef de file de l'opposition parce que vous aviez votre parti avec le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous n'êtes plus représenté du tout à l'Assemblée nationale. Alors, comment votre parti vit-il les conséquences du boycott des législatives de 2018 ? C'est une question, si on veut l'aborder, on va dire beaucoup de choses. Beaucoup de façon choses. succincte et dramatique. Mais c'est assez difficile sur le plan matériel, puisque nous ne sommes plus à l'Assemblée nationale et notre parti vivait exclusivement des cotisations des députés. Vous avez des indemnités. Sur les indemnités, vous payez plus de 100 000, si vous voulez. Le minimum, c'est 100 000. Et ça donnait des moyens de fonctionnement au parti. Et donc, aujourd'hui, évidemment, nous n'avons plus ces moyens. Rien. Et c'est difficile pour faire fonctionner un parti. Maintenant, comment nous vivons ça? Nous travaillons, nous continuons de travailler. De chercher des moyens assez difficilement. Mais le plus dur, c'est pas, n'est-ce pas, vous ne pouvez peser plus véritablement sur le cours des événements, c'est que sur les décisions qui se prennent. C'est tout se fait sans vous finalement. Ou presque. Et quand on y était, on pesait sur les événements? Peut-être c'est à vous de nous le... Non, on ne pesait sur rien du tout. La preuve, on a écrit plusieurs lettres pour faire valoir des dispositions de la loi portant statut de l'opposition. On n'a jamais eu de réponse. Pour demander telle information, on n'a jamais eu de réponse. Donc, évidemment, nous n'avons plus les moyens matériels de fonctionner comme un parti politique, mais nous fonctionnons. Nous venons de terminer une visite. On envoyait des missions dans les préfectures de la région maritime. Et nous continuons de travailler. Nous ne sommes pas là pour, comme je viens de vous le dire, exister sur les radios et faire parler et dire que nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Vous êtes un parti politique, vous devez le faire. Il n'est pas nécessaire de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ou je fais ça. Vous êtes un parti politique. Vous voulez être considéré comme sérieux. Vous savez, hein, il y a plusieurs choses qu'on dit dans l'opinion, dans les partis politiques, qui me font penser que peu de gens savent ce que c'est ce que c'est que faire fonctionner un parti politique. Peu de gens. Quand les gens parlent, par exemple, la notion de la candidature unique à la togolaise. Je précise à la togolaise. Parce que la togolaise, ça veut dire on se débrouille pour ne pas réunir les critères objectifs pour désigner le mieux placé. D'accord? D'accord? Donc, les critères de la candidature unique à la togolaise, les gens disent des choses. La candidature unique. Je prends un exemple. J'ai une préfecture que j'ai divisée en 4 ou 5 fédérations. J'ai 5 ou 5 présidents, 4 ou 5 bureaux de fédération. Tous ces gens qui travaillent quotidiennement, qui représentent le parti, ils se disent bien qu'à un moment donné, lorsque les élections vont arriver, ils seront désignés comme les représentants du parti à ces élections. Mais lorsque vous êtes dans quelque chose qui vous contraint à une alliance, hein, vos militants, vos responsables, ils peuvent ne pas se retrouver. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé de ne plus boycotter les élections? Pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs raisons, mais je dis la difficulté, les gens qui parlent, ça veut dire ils encouragent les partis politiques qui existent sur les radios et qui, le moment venu, veulent que leurs représentants soient les candidats uniques de l'opposition. Non. Et quand on parle de ça, et quand quelqu'un se lève un jour et qu'il dit
j'ai la capacité de désigner le candidat unique de l'opposition, je dis qu'il ne sait même pas comment fonctionne un parti politique. Parce que s'il le savait, il ne penserait pas un seul instant qu'il a la capacité de désigner le candidat unique de l'opposition. Nous allons peut-être revenir sur cet aspect-là tout sûr. à l'heure. Alors, je disais, vous avez décidé de ne plus boycotter les élections. Et ce que certains interprètent comme une volonté d'accompagner le pouvoir, je voudrais vous demander, êtes-vous vraiment prêt à participer à toutes les élections, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont organisées? Si je veux vous répondre, je veux être fidèle aux résolutions du Conseil national du 10 octobre dernier, je vous dirais oui. Mais nous ne sommes pas des idiots. Ceux qui veulent interpréter les choses à notre place n'ont qu'à suivre notre parcours et ne pas parler à notre place. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Hein? Ils évitent d'être dans les partis politiques pour donner des leçons. Vous comprenez? Je vous dis, c'est très difficile de faire fonctionner un parti politique. Il faut me croire. Parce que j'ai été dans 2 partis politiques. J'ai été président d'un groupe parlementaire de 27 députés lorsque le parti est allé à l'élection seul. Ensuite, j'ai été président d'un parti qui avait 17 députés à l'Assemblée nationale lorsque le parti s'est présenté dans un regroupement. Ça veut dire que j'ai perdu, moi, avec mon nom, avec notre parti, avec notre parcours, avec notre histoire. Je ne veux pas parler de là où on vient, mais notre histoire. Nous avons perdu 10 députés. Mais lorsque nous étions dans un autre regroupement encore plus fort, à notre sens, nous avons eu 0 député parce que nous ne sommes même pas allés aux élections. Et voilà les raisons pour lesquelles nos militants nous disent vous êtes partis 27, 17, 0 aujourd'hui. Mais nous avions 0 aussi avant d'avoir 27. C'est nous qui avions 0 avant. Donc vous acceptez quelles que soient les conditions ou... Non, c'est pas. Il faut lutter pour avoir les conditions. Il faut se battre pour avoir les conditions. Il faut se battre pour avoir les conditions. Et vous savez, pourquoi on ne pose pas au Togo des questions positives, des questions... On dit, vous avez dit, allez, donc vous irez, quelles que soient les conditions. Nous allons nous battre pour avoir de bonnes conditions pour aller aux élections. Pourquoi? Parce que si vous n'y allez pas, les élections ont lieu, ça ce n'est rien, mais le régime a des accompagnateurs pour y aller. Et ils sont présentés comme... Le régime fabrique une opposition. Vous voyez la structuration de la CENI par exemple. On dit opposition ceci, opposition extra-parlementaire. Celui-ci représente ceci. Le régime a son quota et maintenant a un nombre dans vos quotas. Parce qu'il vous fabrique des sociétés civiles, il vous fabrique... Mais on dit que l'opposition aussi fabrique la société civile. La société civile. L'opposition, ça c'est... L'opposition a les moyens de fabriquer la société civile. Non. Il faut avoir des moyens pour faire ça. Et l'opposition n'a pas de moyens. L'ANC participe aux discussions en cours avec le gouvernement sur l'organisation des prochaines régionales. Alors, une certaine opinion se fondant sur les précédents dialogues infructueux, disent-ils, avec le pouvoir, affirme que rien de sérieux ne sortira de ces présences. Rien de sérieux. Une opposition? Non. C'est-à-dire, je dis, une certaine opinion se fondant sur les précédents dialogues infructueux, disent-ils. Oui. Alors, avec le pouvoir, affirme que rien de sérieux ne pourra sortir de ces échanges-là. Alors, êtes-vous optimiste que cette fois-ci, les conclusions qui seront issues de ces échanges-là seront mises en application? Je connais mon pays et je ne suis pas optimiste ou je ne suis pas pessimiste. Je participe à des discussions. J'ai participé à pratiquement la majorité des discussions. Le régime a lui-même ses positions et puis il a des gens parmi vous qui soutiennent ses positions. Donc, nous allons à ces discussions. Et nous sommes libres. Nous avons eu plusieurs documents que nous avons rendus publics pour améliorer le cadre électoral. À cette discussion sera discuté l'assainissement du cadre électoral. Nous avons notre idée pour avoir un fichier électoral sérieux, fiable, pour avoir une CENI représentative, paritaire à notre sens, etc., etc. Pourquoi nous priverons-nous de
la possibilité d'aller exposer pour une fois. Il vous était arrivé dans le passé de le faire. Excusez-moi, mais je sais mieux que vous comment, dans quelles conditions nous avons participé à ces discussions. Je ne dis pas que nous allons trouver donner la lumière, mais nous avons au moins aujourd'hui l'avantage de nous retrouver tout seuls, libres de tout engagement au sein d'un groupe, parce que vous savez, au sein d'un groupe, vous faites la synthèse de vos positions et vous choisissez vos positions. On peut laisser de côté certaines de vos idées que vous trouvez bonnes. Pensez-vous que seule l'ANC peut faire véritablement face à UNIR aujourd'hui? Non, non pas seul. Mais au moins, nous dirons notre position. Après en avoir discuté librement avec les collègues qui sont d'une opposition sérieuse et responsable. Oui, qui décide qu'une position est sérieuse et responsable? C'est nous. Ah, c'est moi qui décide, c'est nous, l'ANC qui décidons si une opposition est sérieuse et responsable. Mais je crois que, est-ce qu'on peut nous dénier ce droit? C'est non. Si nous avons des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, supposons par exemple, c'est arrivé, il y a une opposition. Il y a des gens qui font la navette entre le pouvoir et l'opposition, au gré de leur intérêt, qui après avoir vécu des délices de la dictature, trouvent qu'il est mieux d'être opposant. Et vous voulez que moi, je les considère comme opposition sérieuse et responsable, après tous les sacrifices que nous avons consentis pour être là? Accepteriez-vous que les autres partis de l'opposition, alors vous qualifiez l'ANC d'une opposition pas sérieuse et irresponsable? Moi, c'est pas une affaire c'est à l'opinion de savoir qui est sérieux, c'est pas à moi. L'opposition au Togo sait qui est sérieux et responsable. On peut dire depuis 3 ans, 4 ans, il y a ceux qui font la politique sur les réseaux sociaux et qui disent n'importe quoi. Bon, je suppose que l'opinion sait ce que c'est. Mais oui. Ceux qui critiquent votre présence à la nouvelle concertation entre les acteurs politiques ne se trouvent pas que dans les rangs de vos anciens compagnons. Et il y en a au sein même de votre parti qui ont contesté cette ligne-là. Est-ce que vous les comprenez? Comprenez-vous ces militants? Et quelle est votre réponse à leurs préoccupations? Que nous allions discuter. Ceux qui ont envoyé une lettre... Mais je crois qu'on ne suit pas l'avis de l'ANC. J'ai ici une documentation pour vous. Je ne savais pas que vous allez venir à cette... Mais je vais vous montrer, j'ai adressé le 13 janvier 2016. Le 13 janvier 2016, au chef de l'État, une lettre dans laquelle je demandais des discussions pour l'assainissement du cadre électoral. Le 13 janvier 2016. Comme j'ai de la suite dans les idées, le 13 janvier 2017, j'ai adressé une lettre au chef de l'État pour demander l'ouverture de discussions avec l'opposition pour l'assainissement du cadre électoral. Et il vous a répondu? Non. 2017. Ensuite, et toutes ces lettres sont rendues publiques sur le site de l'ANC. On peut aller les consulter, les voir aujourd'hui. Et ces gens dont vous parlez, ils n'ont pas contesté ça à l'époque. Nous avons eu, en 2018, des discussions sous l'égide de la CEDEAO. L'irresponsabilité de la CEDEAO a conduit à l'échec de ces discussions. Si le pouvoir aujourd'hui considère qu'il est nécessaire de discuter sur le cadre électoral, moi qui ai demandé depuis plusieurs années des discussions, je vais refuser. Lorsque, en 2018, il y a eu des discussions sous l'égide de la CEDEAO, les gens ont refusé, ont trouvé qu'il n'en sortirait rien. Pourtant, on a eu des échecs. Moi, je considère que quand on a l'occasion d'aller discuter, il faut discuter. Mais être soi-même, dire ce qu'on veut dire. Si on ne vous écoute pas, vous êtes minoritaire, vous le ferez savoir. C'est aussi simple que ça. Personne ne va nous contraindre
à faire autre chose que ce que nous pensons bon pour nous-mêmes Alors, et pour le pays. Ces contestations affirment que seule la pression populaire peut conduire à l'alternance. Enfin, ça, c'est ce que vous défendiez aussi. Vous savez, si je veux vous répondre... Est-ce que vous avez renoncé à la pression populaire? Pas du tout. Mais j'ai marché 4 ans et demi. C'est l'approche de la présidentielle de 2015 qui nous a fait cesser les manifestations pour aller préparer la présidentielle de 2015. De 2010 à 2015, nous avons marché tous les samedis. Et personne d'autre que moi n'a défendu ou ne défend. Je ne sais pas, j'ai des nouveaux opposants qui racontent des choses sur les réseaux sociaux, libre à eux. Mais on ne transformera pas l'ANC en autre chose que ce qu'elle est. Si le contexte a changé, l'ANC n'a pas changé. Si le contexte a changé et que les insultes, la haine, le mensonge prennent le pas sur la mobilisation populaire, je n'ai jamais démobilisé les populations. Ceux qui l'ont fait, ils sont connus. Ceux qui ont empêché les manifestations en 2017, par le mensonge sur les réseaux sociaux, par des inventions. Il ne faut pas faire des manifestations le vendredi. Jean-Pierre Fabre empêche que les manifestants n'aillent prendre d'assaut le camp militaire. Ah bon, au camp militaire, il y a des militaires avec des armes. Moi, je vais empêcher ceux qui peuvent prendre le camp militaire d'aller au camp militaire. Moi, je me frotterai, j'applaudirai s'ils prennent le camp militaire, puisque ce régime est une dictature militaire à façade civile. Donc, j'applaudirai. Mais ceux qui ont introduit ces mensonges... On ne peut pas dire d'un pays que c'est une dictature militaire, où il y a des institutions qui fonctionnent. Vous savez que non, je sais que vous devez dire ça, mais vous ne devez pas me le dire à moi. Si. Les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions s'imposent à vous aussi. Les institutions ne fonctionnent pas. Et vous le savez bien. La Cour constitutionnelle, je l'ai saisi à 10 000 reprises, elle ne fonctionne pas. Rien, aucune institution ne fonctionne. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Si. Non. Ce n'est pas parce qu'elle est là, elle vote des lois qu'elle fonctionne. Mais quand vous étiez là, elle fonctionnait. Mais quand on était là, on va y venir. Quand on était là, question au gouvernement, proposition de mise en place de commission parlementaire, au moins on le faisait. Au moins on le faisait. Voilà. Ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des institutions qu'on est en démocratie. Ces institutions ne fonctionnent pas. Ce n'est pas parce que on a... Non, et vous le savez très bien, ce n'est pas parce qu'on organise des élections auxquelles nous participons, peut-être nous rendant complices d'une dictature, que nous sommes en démocratie. Bien, nous allons revenir donc à la lettre de contestation des militants de l'ANC. Alors, aux contestataires, d'autres militants ont répondu rejetant le comportement des premiers. Alors, on a le sentiment que l'ANC est devenue finalement la cour du roi pété où tout le monde fait ce qu'il veut, c'est bien cela? Non, pas du tout. Ça veut dire que l'ANC existe, que le débat démocratique est là. Ça veut dire que l'ANC fonctionne avec plusieurs fédérations. Mais apparemment, les militants ne connaissent pas les statuts qui régissent le parti. Et ça, c'est la faute à vous, les dirigeants. Non, ils ont le devoir. Ils ont le devoir de lire les statuts. Vous savez, moi, je ne vais pas ici, devant vous, me mettre à dire tel a fait bien, tel a fait mal. Si je veux, j'ai les arguments pour le faire, mais pas devant vous. À l'interne, je le dirai. Je suis le président du parti et garant de la cohésion du parti. Je ne dois pas critiquer les uns et donner raison aux autres. Vous avez vu, je vous dis, il y a des gens qui contestent. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça témoigne de la vitalité de l'ANC qui a 105 à 108. On est en train de... Obsédé par le fait que le travail soit facile, nous créons tout le temps des fédérations. Personne ne nous l'a demandé. Donc aujourd'hui, il y a ceux qui disent des choses. Il y a d'autres qui les contestent. Et moi je dis, nous appuyons sur les statuts du parti, en nous donnant le temps, nous allons régler ce problème, pas sous la pression de qui que ce soit, mais
à notre rythme, parce que nous avons beaucoup de choses à affronter. Nous avons le contexte politique actuel à affronter. Malheureusement, il se pose ces problèmes. Et je ne veux, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas parler de ça en public. Voilà, ces courriers ont fait les choux gras de plusieurs journaux cette semaine. Voici très sommairement ce que l'on pouvait lire à la une ou dans les colonnes de ses confrères. Pour la lanterne, je cite, ça bouillonne à l'ANC. Et ce départ l'affaire des 30 millions de francs CFA et autres, les responsables discrédités par leurs propres militants. À la une de la Machette, voici ce qu'on pouvait y lire. ANC, 9 sauveteurs contre 9 frondeurs. Et la comédie continue. Flambeau des démocrates, tour de Babel à l'ANC, se remettre en question, un article de Jaurès Quinvy. Faisant le constat de ce qu'il appelle une mésentente entre les fédérations internationales et le bureau national de l'ANC, Ouattara, les vainqueurs, posent la question suivante. Jean-Pierre Fabre réussira-t-il à resserrer les rangs des militants? Enfin, des gardianes se fendent d'une interrogation. Jean-Pierre Fabre est frappé par le syndrome Gilles-Christ Olympio. Une dernière question avant de passer à autre chose, Monsieur le Président. Je vous refile la question. Vous n'allez quand même pas. Je vais au moins dire une phrase. Je vous refile la question posée par les gardiennes. Jean-Pierre Fabre frappé par le syndrome Gilles-Christ Olympio? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire qu'il y a des contestations qui risquent de faire exploser l'ANC. On verra bien. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire pourquoi prévoir ce qui ne va pas se passer ou faire le malin en voulant dire des choses qui ne vont pas se passer. Je ne veux pas dire des choses parce que j'ai appris à être sage. Je ne veux pas dire des choses. Ceux qui écrivent, vous croyez que ce sont nos amis? Non, ce ne sont pas nos amis. Ce sont des gens qui ont laissé des situations se créer alors qu'ils auraient pu donner des avis objectifs. Vous savez, un de nos problèmes, c'est chacun donne des leçons à l'autre, en oubliant les difficultés qu'il y a à faire fonctionner un parti. Chacun donne des leçons à l'autre, chacun a un poulain, et chacun veut dézinguer un candidat potentiel qui n'est pas le sien, qui est affublé de tous les défauts. On écrit beaucoup de choses. Vous savez, j'ai dirigé 2 journaux dans ma vie, dans une vie antérieure. Je ne me suis jamais amusé à diffamer, à calomnier, comme c'est aujourd'hui l'habitude. Donc, vous ne trouvez pas normal que les journaux quand même s'interrogent un peu sur ce qui se passe par rapport à ce courrier-là que... Non, ils s'interrogent, oui. Sur ce ton moqueur ou des choses, le syndrome Gilles-Christ, je ne sais pas ce que c'est. Moi, nous, on était dans un parti. Le président du parti a décidé d'aller signer un accord sans nous prévenir et nous sommes partis. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de syndrome ou de pas syndrome. Il y a simplement un parti, l'organe de décision, c'est le bureau national. Si le président fait autre chose sans l'accord du bureau national, ben, il met le parti en danger et nous avons utilisé notre droit d'aller créer un autre parti. Et ça déplaît énormément. Ça déplaît. Nous essayons d'être honnêtes. Je dis ceci. Toute tentative de déstabilisation d'un parti sérieux, rigoureux, intègre, va se heurter, fracasser sur le roc de l'intégrité morale. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, je dis, la morale a sa place en politique. Les gens pensent que la fin justifie les moyens, on peut mentir, on peut faire ce qu'on veut. Vous mentirez, peut-être, mais ça ne durera pas. Vos mensonges vous rattraperont. Mais le problème, c'est que tout le monde accuse l'autre de mentir. Et finalement, on est un peu perdu dans ce... Non. Il vous suffit, vous-même, il suffit à l'opinion de savoir faire la part des choses et de regarder.
Et il ne faut pas dire que tout le monde accuse tout le monde. J'ai lu dans une interview, je pense, peut-être c'est une interview du père Afoyon, où il fait appel au bon sens des Togolais. Le père Afoyon, dépassé par les mensonges, il dit, ben quand même, l'opinion n'a qu'à faire preuve de bon sens. C'est ça. Moi, je ne veux pas appeler l'opinion à faire preuve de bon sens, parce que l'opinion elle-même dépassée par les mensonges. Si vous voulez me faire dire certaines choses, je vous dirai, lorsque la stratégie du mensonge est portée par quelqu'un. Je vais vous poser une question. On va faire retour à la constatation. Laissez-moi terminer ma phrase. Oh. Oui, lorsque la stratégie du mensonge est portée par quelqu'un qui porte soutane et dont tout le monde pense qu'il ne peut pas être là-bas, eh bien ça perturbe l'opinion. Ça perturbe l'opinion. Moi, j'ai le droit de dire, si quelqu'un ment, parce que je sais qu'il ment, puisque je suis là. Peut-être qu'il se trompe, on peut se tromper aussi. Quand on se trompe, l'humilité vous oblige, et le courage vous oblige à le reconnaître publiquement. Publiquement, je me suis trompé. Et je peux vous dire que je sais que des gens ont tenté d'aider la personne à faire amende honorable et à dire je me suis trompé. Mais il y a aussi un crime dans l'usage d'une personne qui a un certain âge. Vous savez, quand on a un certain âge, on évite de se mêler de certaines choses parce qu'on perd le sens du discernement. Vous savez, il y a une maladie, je veux pas, qu'on appelle la sénilité, qui n'est pas une insulte. Mais moi, quand j'aurai 90, 95 ans, je ferai en sorte que mon opinion, qui n'est plus une opinion aiguisée, ne s'impose pas à quelqu'un, parce que je pense, comme le dit le dictionnaire, la sénilité, c'est la dégénérescence des facultés mentales et physiques liées à l'âge. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, mais c'est irrémédiable. Lorsqu'on prend de l'âge, il faut accepter qu'on n'a plus... Mais on trouve des gens à cet âge qui sont encore lucides et... Oui, mais ils ne se mêlent pas de tenter d'imposer un candidat unique à quelqu'un. Parce que ça, c'est l'exemple que vous avez perdu, le discernement. Bien, alors on revient donc à cette concertation nationale. Les partis membres de la DMK, et il y a aussi le CAR, et d'autres partis exigent avant toute participation aux travaux de la CENAP que le contentieux né de la dernière présidentielle soit vidé. Alors, les comprenez-vous ou pour vous, il faut tourner la page du scrutin de 2020? Mais, monsieur Delagbo, oui. Je viens de vous dire que j'ai déposé 2 requêtes auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez là-bas une envie de tourner la page? Non, je n'ai pas encore retiré mes requêtes. D'accord? Je vous dis, personne ne parlera à ma place. Parce que, on sait, nous sommes un parti. On essaye d'agir au mieux des intérêts du parti et des populations togolaises. Donc, nos requêtes sont toujours là. Alors, nos collègues, chacun agit selon ses intérêts, d'accord? Hein? Ils agissent. Seulement, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec eux, c'est de dire qu'il y a une crise maintenant. Non. Si j'ai déposé 2 requêtes, j'ai déposé une requête en mai 2019 à la Cour constitutionnelle. J'ai été refoulé, d'accord? Après, j'ai déposé encore en janvier 2020, juste avant le scrutin, j'ai déposé 2 requêtes. J'ai été débouté. Et tout ça, je faisais pour déposer finalement à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, la crise ne date pas des élections.
Pourquoi on me dit qu'il y a une crise avant les élections? Pourquoi moi je déposais des requêtes à la Cour constitutionnelle? Il y avait une crise. Pourquoi est-ce que nous sommes allés, la CEDEAO est venue diriger des discussions ici qui ont échoué? Et l'échec de la crise entraîne la continuation, l'échec du dialogue entraîne la continuation de la crise. Pourquoi me parle-t-on aujourd'hui d'une crise qui serait née d'un contentieux de l'élection présidentielle? La crise, ça fait longtemps qu'elle est là. Voilà, est-ce que vous comprenez ceux qui demandent que, avant toute concertation, que le contentieux soit vidé? Vous qui avez contesté la présidentielle, enfin, les résultats de 2010 pendant 5 ans, est-ce que vous comprenez ceux qui aujourd'hui disent qu'il faut que le contentieux soit vidé avant de passer à autre chose? Non, je ne veux pas dire que je les comprends, je dis c'est leur position. D'accord? Ils ont une position, je ne les ai pas critiqués publiquement. Vous m'interrogez là-dessus, je vous réponds. Et croyez-moi, je suis fondamentalement convaincu de ce que je dis. Je ne veux pas ramener le problème togolais au contentieux de l'élection présidentielle de 2020. Je ne veux pas ramener la crise togolaise qui date de plus longtemps à ça. Je ne veux pas faire le jeu de certains. Bien, alors, des Togolais vous reprochent de ne pas faire preuve de solidarité avec le candidat de la DMK, Guillaume Kodjo, aujourd'hui en exil. Alors, qu'êtes-vous prêt à faire à l'ANC pour son retour au pays? Je sais que le bon sens n'est plus la chose la mieux partagée au Togo, mais me reproche à moi de ne pas faire preuve de solidarité. Mais, excusez-moi, le Judas, le corrompu, va suivre un Judas, un corrompu? Que vaut la parole de Judas, du traître, qui finira pendu comme son homologue? C'est écrit, son homonyme, c'est écrit et lu par Monseigneur Podro. Alors, je ne sais pas, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Donc vous n'êtes pas prêt à faire quoi que Non, ce soit? Je suis prêt que chacun reconnaisse ses erreurs. Que Monseigneur Podro, qui a détruit la lutte togolaise, a détruit des décennies de lutte, qui a ruiné les sacrifices consentis par... Vous pensez que son engagement n'était pas sincère? Il peut se tromper, mais son engagement, est-ce qu'il... Non, mais écoutez, on est en train de parler du résultat de son action. On n'est pas en train de parler de la sincérité de son action. Je viens de vous dire que, à son âge, on peut se tromper facilement, mais que la sagesse voudrait qu'on ne se mêle pas des choses. Parce que ce que je suis en train de lire l'attitude de la conférence des évêques du Togo. L'attitude de la conférence des évêques, ça signifie simplement Monseigneur Podjo n'a rien à faire là-bas. Là où il est allé s'enferrer, il n'a rien à faire là-bas. Et la conférence des évêques a publié des choses, a parlé de mensonges. La conférence des évêques, et plus dans aucune de ces déclarations d'il y a plus des années, ne parlait pas de mensonges. Mais laissez-moi terminer avec ceci. Lorsqu'on s'est amusé, on a laissé un archevêque émérite. Mais on oublie de dire qu'il est à la retraite. Il est à la retraite. Il n'est pas actif. On a laissé dénigrer Sylvanus Olympio. On l'a laissé dénigrer Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, il a offert, c'est un martyr du Togo. Il a offert sa vie pour l'indépendance. Sa mort est liée à beaucoup de choses. Lorsqu'on a laissé Monseigneur Podro le dénigrer publiquement sur les radios, lorsqu'on a laissé Monseigneur Podro après s'amuser avec Nicolas Gruniski aussi dénigrer, ensuite on a laissé Monseigneur Podro dénigrer Jean-Pierre Fabre. Qui sait que tout ce qu'il raconte est faux? Moi je le sais.
ça me fait pitié de constater que quelqu'un ne dit pas la vérité. Vous voyez? Laissez-moi finir. Maintenant, il a fait ça. Olympio, Nicolas Grunsky, Jean-Pierre Fabre. Et puis après, Nicodème Bariga, il lui demande, mon fils, il faut dire la vérité. Ça veut dire, il vaut mieux, dis ce que tu ne sais pas. C'est ce qu'il lui dit. On s'étonne et on vient nous dire, nous ne sommes pas solidaires. Non, vous ne savez pas ce qu'il y a entre les deux, entre Monseigneur Podro et Monseigneur Bariga. Non, il ne s'agit pas. Moi, je suis un homme politique. Je n'ai pas besoin de savoir. Je lis. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à pardonner à Monseigneur Podro? Mais je n'ai pas de grief, je ne pardonne pas. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas à pardonner. Je n'ai pas de grief. Je dis simplement, celui qui a commis une faute, il reconnaît sa faute. Lorsque Monseigneur Podro, il peut personnellement soutenir celui qu'il veut. Et je suis heureux qu'il ne me soutienne pas, parce qu'il a dit que je ne suis pas le candidat des Français. Et je suis très heureux de ça. Et ça, c'est une vérité, ce qu'il a dit. C'est une vérité, il a dit à la personne. Ça veut dire qu'il dit quand même des choses qui sont vraies. Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, écris, dis-lui, écris, et va lui dire. Et la personne a couru dès qu'il a quitté Monseigneur. Il est venu me le dire. Monseigneur Podro me charge de te dire, et j'ai été l'homme le plus heureux du monde, parce que je ne veux être que le candidat des Togolais. Yeah. Maintenant, attendez, Oui. est-ce que je pardonne? Je ne vais pas pardonner. Il y a une chose, ce que Monseigneur Podro a fait est grave, parce qu'il a été utilisé avec son accord, il a été manipulé, malheureusement avec son accord, puisqu'ils ne l'ont pas attaché, ils n'ont pas mis le pistolet, lui ont pas mis... Est-ce que vous avez les preuves de ça, de la manipulation? Pourquoi vous dites qu'il est manipulé? Il peut lui-même sortir ce qu'il dit. Monseigneur Podro, écoutez, Monseigneur Podro, un archevêque ne peut pas faire preuve de vulgarité. Quand il parle de Jack Bata et toutes ces choses, vous pensez que c'est lui qui dit ça? Vous pensez, Monseigneur Podro, en tant que prêtre, ne peut pas dire tu finiras pendu comme ton homonyme Judas. Est-ce que lui, un responsable religieux, il peut le dire? Moi, je peux le dire, mais je ne peux pas le dire en tant que chrétien. Mais je n'ai pas de charge comme Monseigneur. Je ne représente pas une communauté religieuse. Mais lui, il l'a dit. Il ne peut pas le dire. Bien, on va avancer. Lors des municipales de... Non, attendez. Oui. Vous dites que faire preuve de solidarité. Oui, j'ai répondu que quand quelqu'un, il vous dénigre parce que c'est lui qui organise ça. Il vous dénigre. Puis après, il vient vous dire, soutenez-moi. Mais il aurait dû penser qu'il a blessé les gens et que la première chose, c'est de reconnaître ses erreurs. Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes pas candidat unique de l'opposition. Là, vous parlez de monsieur Aboueme Kodjo. Oui, je lui ai dit, vous n'êtes pas, cessez de dire que vous êtes avant le scrutin. Quand il m'a quitté, est-ce que j'ai dit en présence de Podar, Gamessou, vous ne pouvez pas dire que vous êtes candidat unique de l'opposition. Parce que candidat de l'opposition même, c'est problème. Mais unique, c'est très grave. Ça veut dire que nous, on n'est pas de l'opposition. D'accord? Quand il m'a quitté, il a pris un communiqué dans lequel qu'il a signé, candidat unique, U avec majuscule. Ce n'était plus minuscule, candidat unique de l'opposition. Et après, il dit que moi, qui suis un traître, un corrompu, qui a pris 30 millions, toutes ces choses sont organisées. Vous savez, les gens croient qu'ils sont malins. UNIR organise des choses. Et les gens qui pensent que l'opposition aujourd'hui, c'est dénigrer les autres. Ce n'est pas se préoccuper de UNIR. C'est dénigrer les autres.
pour les faire détester par l'opinion. Quand on aura fini tout ça, je crois qu'il faut que l'opinion... Ce sont des accusations que les partis, que vous vous lancez les uns les autres. Non, Ça, excusez-moi, ça n'est arrivé qu'à partir de 2017-2018. Excusez-moi, ça fait un moment que je suis dans l'opposition. Je ne m'occupe jamais de mon voisin. Comme je ne m'occupe jamais de la feuille de mon voisin quand j'étais élève. D'accord? Donc, ces choses, c'est la mode aujourd'hui. Donc, quand je m'interroge, je vous dis, le contexte a changé. Ce n'est pas l'ANC qui a changé. L'ANC est restée fidèle à elle-même. On va gérer le temps. Je disais que lors des municipales du 30 juin 2019, l'ANC a obtenu 132 sièges, si je me trompe, soit 9% des sièges, juste derrière l'Union pour la République, parti majoritaire. Alors, depuis lors, vous exercez donc la fonction, vous êtes maire de la commune de Golf 4. Alors, monsieur le maire, comment vivez-vous cette expérience? C'est une expérience, d'abord, exaltante. Les électeurs m'ont fait confiance. Donc ça témoigne d'une certaine confiance que les gens ont en mes capacités de gestion d'une commune. Et je les en remercie. Expérience captivante qui n'a rien à voir avec le rôle d'un député d'opposition à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous votez les lois et vous contrôlez l'action du gouvernement. Si vous êtes de l'opposition, personne ne vous écoute. Donc, votre action, bon. Mais là, aujourd'hui, je dirige un exécutif municipal. Ça veut dire une partie du bien-être des populations de ma commune dépend de moi. Et donc, je dois me montrer à la hauteur. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Est-ce que ce que vous avez déjà fait et qui augure d'un avenir? Ah, mais si vous m'avez laissé terminer, vous auriez vu que je vous aurais parlé des moyens. Vous aurez parlé des moyens. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut savoir ce qu'il faut faire avant de savoir ce que vous avez fait, avant de savoir ce qu'on va faire. Ce qu'on fait. Ce qu'il faut faire, c'est régler des problèmes. C'est des problèmes quotidiens. Ça va de la découverte d'un cadavre dans votre commune. Si vous ne vous débrouillez pas très rapidement pour suivre la procédure, le cadavre va pourrir. Vous voyez, les caniveaux, les latrines publiques, la collecte et le transport des déchets, des ordures ménagères, les infrastructures, la construction des infrastructures, tout est à faire. Parce qu'on a laissé des gens faire n'importe quoi. Couvrir les caniveaux, c'est très dangereux. J'ai eu le président de ma fédération d'Angpen est venu une fois ici à Lomé. Il ne voyait pas bien tomber dans un caniveau. Donc, il faut faire toutes ces choses. Malheureusement, les moyens ne sont pas... Vous n'avez pas l'appui du gouvernement ou bien vous avez l'impression qu'il vous savonne la planche? Est-ce que vous avez l'appui ou bien est-ce qu'il vous savonne la planche? Savonner la planche serait une expression un peu forte. Mais le gouvernement vous met les bâtons dans les roues. Savonner la planche est un peu plus fort que mettre les bâtons dans les roues. Ça veut dire, par exemple, vous avez une chose qu'on appelle les PAM, qui n'existe qu'à Lomé, et qui prive le Golfe 4 des recettes du marché d'Adaolato, des milliards, et qui prive le Golfe 2 des recettes du marché de, comment on appelle, Granawi. Bon, et c'est des recettes importantes avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Mais, vous voyez, le marché est là. Tout autour, il y a des caniveaux, il y a des rues qui relèvent de nous, qui relèvent de la commune. Ça veut dire, le marché, Adaolato, ramasse
collectent de l'argent, mais nous collectons de l'argent ailleurs pour venir réparer les caniveaux tout autour du marché. Ça n'a aucun sens. Mais c'est la loi, c'est la loi, une loi, c'est même pas une loi, hein, la création de l'EPAM. Moi je vous dis, vous entendrez parler de nous avec l'EPAM. Nous ne comptons pas nous laisser faire avec l'EPAM qui est une création. Tout à l'heure je vous disais que nous sommes en dictature. Hein? Voilà un exemple. L'EPAM, sur toute l'étendue du territoire, la gestion des marchés relève en compétences propres. Compétences propres relève des marchés, des communes. Sauf à Lomé, où le marché d'Aulato et le marché, je crois, il y a Bossimé aussi, le marché d'Aulato et Djiranawe, qui sont soustraits de la gestion des communes Golfe 4 et Golfe 2. Et ça ne se trouve nulle part. C'est article 80. Oh, je ne veux pas me... Non. Mais c'est en compétence propre. Bien. Nous allons observer donc, je vous dis, vous demandez qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a pu faire. On continue. Nous avons, pour cette année, un budget de plus d'à peu près 600 millions consacrés à l'investissement pour construire des latrines, pour curer des caniveaux, pour régler certains problèmes. C'est beaucoup par rapport aux moyens dont nous disposons. Voilà. Bien, nous allons observer une pause, Monsieur le Président, et donc continuer ce débat un peu plus. La crise sanitaire continue de donner du grain à moudre aux journaux de la place. Presque tous les confrères ont encore abordé le sujet dans ses différents aspects. Pour ne pas tomber dans la monotonie, nous nous abstenons ce samedi de proposer une revue de presse sur la Covid-19. Alors, Monsieur le Président, vous connaissez les dernières mesures annoncées par le gouvernement. Comment les trouvez-vous? Et plus largement, quelle appréciation portez-vous sur la gestion de la crise sanitaire au Togo? L'appréciation des dernières mesures, on est retourné aux mesures du début qu'on a renforcé un peu. Le port obligatoire du masque, lavage des mains, distanciation physique, ça c'est la base. Maintenant, rassemblement on a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, etc. On n'aurait pas dû baisser la garde. C'était visible à un moment donné qu'on a baissé la garde. Et c'est ça qui a entraîné la flambée de la contamination. C'était voir à la plage, c'était difficile de supporter le nombre de personnes qui étaient à la plage le dimanche, collées les unes aux autres. J'ai même eu à toucher un mot au préfet à l'époque, j'ai eu à discuter avec la responsable sanitaire de Golfe 4, etc. On est retourné à la rigueur du début, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut accentuer la vaccination. C'est ça que le gouvernement s'apprête à faire. Et je souhaite que ça ne soit pas perçu comme une obligation ou des contraintes, mais que les gens comprennent que c'est une réalité effrayante et qu'il faut se protéger et protéger les autres. Nous qui en sommes guéris, je crois que ce n'est pas obligation morale que j'ai informé de ma guérison et que j'ai demandé que les gens, les populations aillent se faire vacciner. Et j'insiste là-dessus. Il y a eu une multiplication aujourd'hui des points de vaccination, des centres de vaccination. Il y en a partout. C'est une bonne chose. Et il faut aller se faire vacciner pour créer les conditions de l'immunité collective qui empêche le développement de la pandémie et sa disparition à terme. Vous avez donc dit publiquement que vous avez contacté le virus. Alors pourquoi avoir choisi de faire part de cette histoire-là à la population?
Parce qu'on sait que beaucoup d'autres personnalités certainement ont eu ce mal-là, mais ils n'ont rien dit. Pourquoi vous avez choisi de le dire? Ben, bon, ça dépend de chacun. Mais moi, j'ai pensé que c'était un devoir pour moi d'informer la population parce que beaucoup pensent que ça n'existe pas. Et donc, moi qui ai contracté la maladie, en prenant toutes les précautions possibles, j'ai voulu dire que il faut prendre les précautions, continuer de prendre les précautions et se faire vacciner. Ça n'est pas une volonté de jouer les vedettes. Moi, ça n'est pas dans ma nature de jouer les vedettes. Voilà, et Monsieur le Président, une autre personnalité assez connue dans le microcosme politique togolais, le président des FDR, Maître Apevon, a aussi vécu la douloureuse expérience de la maladie au coronavirus. Il a, comme vous, eu le courage de le clamer haut et fort. Alors, certains vous ont fait le reproche d'avoir partagé votre expérience avec l'ensemble des Togolais. Il y en a même qui disent que vous et Maître Apevon, vous êtes mis au service du gouvernement. Visiblement, votre démarche n'a pas été bien comprise par ces personnes. Je suis persuadé que c'est une petite minorité et qui de toute façon va me critiquer. Elle ne trouvera jamais quelque chose de positif dans ce que je fais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'opposition aujourd'hui consiste à flinguer Kofi, à flinguer Kodjo, au lieu de s'occuper de Fort. C'est le problème du Togo, c'est le contexte. Et donc, il faut qu'on mette fin à cela. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai appris que Maître Apevon, après moi, je lui ai fait un petit message et il m'a répondu très gentiment. Et donc... Voilà, j'ai eu un communiqué par WhatsApp, je ne sais pas si c'est réel. Le ministre du Tourisme aurait demandé aux responsables des hôtels d'obliger tous les personnels des hôtels à se faire vacciner. Et sinon, il demande qu'ils soient mis en congé, s'ils refusaient de les mettre en congé technique. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? C'est presque qu'on oblige finalement les gens à se... Je crois qu'il faut inciter, faire une campagne de sensibilisation, expliquer. Lorsqu'on arrive à inciter, à obliger une catégorie socio-professionnelle ou les membres d'un personnel, on donne l'impression de faire de la discrimination. Et d'ailleurs, ça, c'est pas compréhensible. Donc, il ne faut pas obliger. Et pourquoi le gouvernement n'oblige pas? Je suppose que le gouvernement a compris qu'il ne peut pas obliger. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement se fait beaucoup de sensibilisation, etc. Bon, j'ai répondu à votre question concernant, bon, comme d'habitude, Fabre, il aime beaucoup l'argent. Il est allé demander à la population qu'il aime, à toutes les populations, je les aime beaucoup. C'est pour ça que je leur demande d'échapper aux conséquences de la maladie. C'est tout. Ouais. Je n'ai pas besoin d'argent. Je suis déjà complètement satisfait d'avoir appelé les populations. Et je répète aujourd'hui qu'il faut aller se faire vacciner. Et vous-même, vous vous êtes fait déjà vacciner? Je me suis fait vacciner. Alors, nous allons maintenant aborder certains sujets en débat au sein de la population depuis un moment. Nous allons commencer par la hausse des tarifs aux postes de péage et l'entrée en vigueur de la taxe sur les véhicules à moteur sur lesquels l'ANC visiblement était à tonne. Alors, quelle est votre position sur ces sujets? C'est-à-dire que à tonne, il faut aussi perdre. C'est quelque chose qui est arrivé tout récemment. On parle de tout très rapidement sans se renseigner, sans savoir de quoi on parle, sans examiner les contours des choses. Donc on n'est pas à tonne. On dit simplement personne n'est contre des taxes, la participation des populations au financement de ceci ou de cela. Hein. Les taxes sont faites pour ça. Mais nous sommes contre la brutalité de ces mesures. Sans explication, sans sensibilisation, sans mettre les populations à contribution. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que aujourd'hui on leur dit de payer ceci. Surtout que il y a des scandales financiers à répétition dans la presse. N'est-ce pas? Il y a, vous savez, le faire, le savoir.
on est parti du faire ou sa faire, sans faire le point, sans expliquer ce que sont devenus les sous. On a dissous, on a créé. Toutes ces choses qui laissent aux populations le sentiment que on leur demande de contribuer sans explication, on les pressure, ça n'est pas une bonne chose. Le processus de décision doit être participatif. Oui, le ministre Trimois, porte-parole du gouvernement, avait dit que les syndicats avaient été consultés avant, donc que c'est... Et les syndicats étaient d'accord? Et visiblement, c'est ce qu'il disait. Non, je crois qu'il faut expliquer, Bien, alors nous allons parler maintenant de l'affaire Bolloré. Là aussi, on ne nous a pas entendu. Est-ce que vous avez un mot sur l'affaire Bolloré? Mais je ne comprends pas très bien quand vous dites « on ne vous a pas entendu ». Est-ce que c'est tout le temps qu'il faut qu'on se fasse entendre? Je suppose que les populations comprennent très bien ce qui se passe. Quand nous parlions de Bolloré, personne ne parlait. J'ai commencé à parler de Bolloré. Je vous ai dit que j'ai une documentation, je vais vous la laisser. C'est sur notre site, le site de l'ANC. En 2016, dans le cadre de l'affaire Servère-Togo, ça va être long à expliquer ici, nous avons écrit au Premier ministre pour demander la copie du contrat de concession de S3M Bolloré Africa Logistique. C'était pour faire quoi? 2016. C'est sur notre site. 2018. L'affaire Bolloré a éclaté. On dit que Bolloré est poursuivi en France pour corruption d'argent public étranger. Corruption d'argent public étranger, c'est-à-dire, la justice française dit, Bolloré a corrompu les chefs d'État de Guinée et du Togo, donc Faure Gnassingbé. Il a financé leur campagne, une partie de leur campagne, contre l'obtention de la gestion des infrastructures portuaires de Conakry et de Lomé. Point. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous étions à l'Assemblée nationale. J'ai les copies des lettres ici pour deux actions. Première action, affaire Bolloré, question d'actualité au gouvernement par la députée Amédjanvi Manavi, Isabelle. Affaire Bolloré, proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire déposée sur les bureaux de l'Assemblée nationale en 2018. Ceux qui nous reprochent de nous taire aujourd'hui, ils étaient où? Ceux pour qui on nous insulte aujourd'hui, ils étaient avec M. Faure Gnassingbé. Ceux au profit de qui on nous salit aujourd'hui, ils étaient avec M. Faure Gnassingbé. Alors qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi. Donc ça, voilà ce que nous avons fait en 2018. Cette année, l'affaire rebondit. On dit, Bolloré accepte d'avoir corrompu. Bolloré dit, j'accepte d'avoir corrompu le chef d'État. Pensant qu'il lui suffisait de payer, comment on appelle ça, il lui suffisait de payer pour se tirer d'affaire. Et voilà que la juge, le parquet national financier français, pense que l'État togolais a été, si vous voulez, spolié et qu'il faut aller en correctionnel. Et moi, j'étais malade. Mais quoique malade, j'ai pris des dispositions, discuté avec mon conseil en France, envoyer des gens le rencontrer. Vous croyez que nous faisons du spectacle? Ceux qui ont dit, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, vérifiez aujourd'hui s'ils ont fait quelque chose. Moi, je n'ai rien dit. Nous n'avons rien dit. Nos actions sont en cours. Et vous saurez, l'opinion saura le moment venu ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que nous fonctionnons. Maintenant, j'ai entendu dire que quelqu'un, je ne veux pas le qualifier, mais il travaille toujours pour ceux qui dézinguent l'opposition, ceux qui ont eu pour objectif fondamental de décapiter l'opposition à leur propre profit. Il y a quelqu'un qui dit que
Si Jean-Pierre Fabre, si l'ANC se tait, et voilà encore, il a pris de l'argent. Alors, nous disons, et que il nous met au défi, devant le tribunal. Bon, on ira ensemble au tribunal. N'est-ce pas? Il ira démontrer il a vu, il a tout filmé, il a tout vu, et tout. Il apportera les preuves. Mais, vous voyez, on ne va pas nous contraindre au spectacle. Il faut être efficace, il faut travailler. Et c'est ce que nous faisons. Bien. Alors, nous nous approchons de la fin de cette émission. Quelle est la position de l'ANC sur cette affaire aussi dite du Pétrole Gate, qui est aussi est en train d'agiter voilà, la population? Ouais, toujours la même chose. Nous avons suivi, comme tout le monde, les développements de cette affaire dans la presse. Ensuite, nous avons suivi les péripéties judiciaires de l'affaire. Puis après, il y a dans la presse et sur les médias sociaux un rapport qui circule. Rapport présenté comme rédigé par une mission de l'inspection générale des finances en collaboration avec la direction générale du Trésor, sous la supervision d'un certain Monsieur Ibrahima. Bien, nous nous sommes procurés le rapport. Et nous constatons malheureusement que ce rapport n'est ni daté ni signé. Alors, nous ne sommes pas la presse. Ça veut dire que le rapport n'est pas fiable. Ce document n'est pas fiable. Ce rapport n'est pas exploitable en l'état par nous. D'accord? Nous sommes des responsables, victimes régulièrement de calomnies, de diffamations, etc. Nous devons faire preuve en ce qui nous concerne de prudence. Et qu'est-ce que nous avons fait face à ce constat que le rapport n'est pas signé et n'est pas daté? Nous avons simplement écrit au ministre des Finances pour demander copie de ce rapport. Si une équipe a été missionnée pour faire des investigations, si ce rapport existe, qu'on nous le donne, conformément à la loi portant statut de l'opposition en son article 10. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que... Et vous avez répondu, vous avez une réponse? J'espère qu'il va nous répondre, mais pour le moment, il n'a pas répondu. Alors, de quoi veut-on nous accuser? Nous avons encore pris de l'argent pour nous taire. Mais on ne peut pas faire la politique comme ça au Togo, en accusant son voisin, ou celui dont on prétend qu'il est du même camp que soi, et en laissant le pouvoir en place tranquille. Nous n'avons jamais pris un centime quelque part. Il faut que ça soit clair. Mais nous ne sommes pas des bouffons, ni des saltimbanques pour aller nous amuser sur la place publique. Nous prenons très au sérieux notre rôle de parti politique d'opposition et nous voulons être compris. Monsieur le Président, en dehors de la crise sanitaire qui continue de mobiliser les confrères, ainsi que les questions abordées dans cette émission, les autres sujets les plus traités dans la presse cette semaine sont l'initiative 1000 jeunes filles de la présidente de l'Assemblée nationale, la dernière défaite à domicile des EPV du Togo et la pédopornographie qui serait une réalité dans notre pays. Un commentaire sur l'un de ces sujets? Tous ces sujets sont intéressants et font preuve d'une préoccupation de ma part. Mais je vais pour prendre deux sujets. D'abord, je vais prendre le sport. On ne peut pas, après avoir contribué à la dégradation totale du sport togolais, maintenant venir se plaindre de quoi? Regardez le stade de Kégué. Ça ne ressemble pas à un stade, n'est-ce pas? Et regardez, moi quand j'étais à l'école primaire, quand nous étions au collège, il y avait des matchs interscolaires. C'est là où c'est le vivier pour les équipes nationales. Moi-même,
au collège Saint-Joseph, j'ai fait beaucoup de sport. Et après, j'ai joué dans l'équipe nationale de volleyball, 16, 17, 18 ans. Dans l'équipe nationale à 16 ans. Je sais ce que c'est que de défendre les couleurs de son pays. Oui. Donc, le sport, on l'a détruit. Quand on l'a détruit, on ne va pas chercher un magicien blanc. Comment est-ce que le sport a été détruit? Mais d'abord, le fait, vous voyez, il y avait des équipes. Vous voulez me faire dire des choses, hein? On ne partira pas d'ici aujourd'hui. Il y avait des équipes qui étaient financées par le citoyen qui aime son équipe. Les gens contribuaient. On les a détruits. Parti unique. Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, etc. Après, ça n'a pas marché parce que on ne va pas demander à quelqu'un qui n'aime pas une équipe de soutenir cette équipe. Après, on est revenu à Asfosa, à Gaza, nanana. Même chose. Ce quartier c'est Asfosa, ce quartier c'est à Gaza. Bon, vous êtes donc d'office membre d'une équipe. Bon, après on est revenu, lorsqu'on a tout détruit, Étoile Filante, on a déjà tout détruit. On a supprimé le sport scolaire. Et tout ça. Et on veut obtenir quoi? Tout ça, c'est des choses que moi je suis un sportif. Donc l'échec du football togolais, je ne sais pas, c'est pas l'entraîneur Claude Leroy, c'est pas seulement lui le seul responsable. Lorsque vous amenez, vous savez, qu'est-ce que Gueuler a dit en 1984 lorsque le Togo a échoué à Abidjan? Il a dit, vous me donnez des moutons et vous voulez que je les transforme en chevaux de course? Gueuler était l'entraîneur en 1970 de l'équipe nationale de football du Togo, à l'époque où ils sont allés battre le Ghana, éliminer le prestigieux Ghana au Ghana. Donc, le sport, on l'a détruit avec le parti unique. Et le parti unique, il est toujours là. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que ça redémarre? Il faut les infrastructures sportives. Il faut aider à la construction des infrastructures sportives dans les quartiers, dans les écoles. Vous savez, les écoles n'ont même pas de place pour faire du sport. Moi, quand j'étais à Togoville, on avait 7 terrains de football, 4 terrains de basketball, à peu près 4 à 5 terrains de volleyball, un terrain de tennis. C'est de là que moi je sors. C'est pas une école sport-études. Mais ça en a l'air. On ne faisait que ça. Levé à 5 h du matin avec sa carte. Vous courez le 400 mètres autour du stade, autour du terrain de football. Vous donnez votre carte. Si vous n'avez pas couru, le frère qui est chargé du sport ne verra pas, puisqu'il n'a pas votre carte. Vous êtes puni. Donc toutes ces choses, il faut réintroduire le sport à la base, à l'école, dans les quartiers. Ça ne tombe pas du ciel, des génies de football. Ça se forme. Voilà. Alors, et le deuxième sujet sur lequel vous voulez... Le deuxième sujet, c'est, vous parlez de pédos, ça me fait froid dans le dos. Mais je peux vous garantir que tout ça vient du parti unique, tout ça vient de la dégradation des mœurs. Oui, de la dégradation, mais pas du parti unique. Mais qu'est-ce qui crée la dictature? Crée la dégradation des mœurs. C'est pas le parti unique qui va demander aux gens de faire des choses comme ça. Mais vous savez, lorsque la dictature crée la... C'est connu que la dictature crée la... Non, mais ces choses-là existent dans les pays démocratiques. Hein. Oui. C'est maintenant que nous copions ces trucs-là. Donc, c'est pas forcément une affaire de dictature. Non, vous savez, c'est une affaire de... Il y a une classe qui est riche, une classe qui est pauvre, et les pauvres voient ce que font les riches et veulent faire ce que font les riches. C'est la dégradation. Quand il y a ça, la dictature crée un fossé entre les possédants et les pauvres. Voilà. Alors je voudrais quand même qu'on dise un dernier mot, donc un mot sur l'acquittement, c'est à l'étranger, du président Laurent Gbagbo, de Charles Ble Goude. Alors qu'est-ce que vous avez pensé quand... La première chose, je me suis réjoui pour les deux. Je pense qu'ils ont traversé des moments difficiles. Et avec, pour les deux, je pense, courage, sérénité et dignité. Donc, je leur souhaite de rentrer chez eux pour contribuer
à l'apaisement politique dans leur pays. Et la CPI, qu'est-ce que vous avez par rapport? Ah voilà, j'allais le dire. Je pense que l'acquittement de Laurent Gbagbo vient à point nommé pour restaurer un peu l'image dégradée de la CPI. Je me souviens, j'ai lu il y a quelques années un livre, il n'y a pas longtemps, de la journaliste qui, sur Radio France Internationale, a interrogé hier Monsieur Blé Goudé. Oui. Et elle a écrit un bouquin intitulé, elle s'appelle Stéphanie Maupas. Elle a écrit Le Joker des puissants, le roman de la CPI. Et dans laquelle elle dit que la CPI est un instrument utilisé par les puissants pour régler certains problèmes. Aujourd'hui, le caractère méticuleux de l'instruction, la confirmation du verdict en appel restaure un peu l'image de cette CPI que présentait Madame Stéphanie Maupas. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, je recevais le président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, le maire de la commune de Golfe 4, l'ancien chef de file de l'opposition, ancien député à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Fabre. Monsieur le Président, merci d'être venu donc à notre invitation. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.